Bon, alors Bernard, parlons-en bien. Faut-il arrêter, la culture de la canne à sucre à La Réunion? C'est un débat, qui est bien partagé par beaucoup de gens aussi, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est des questions qu'on pose, aujourd'hui et c'est une question qui est pas facile à répondre, du tout. Mais pourtant, c'est bien une question qu'il faut qu'on se pose. Parce que compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu des sécheresses, hein, qu'on voit, aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir continuer de produire, la canne à sucre, comme avant? Et également, si on produit, pas la canne à sucre, est-ce qu'on peut produire autre chose? Et est-ce que cette autre chose, ça pourrait, servir à l'autosuffisance, et l'autonomie alimentaire de l'île? Et je crois que tu avais fait un travail toi là-dessus. Effectivement, ça c'est une question, essentielle aujourd'hui, hein, on est dans une société, qui croît en nombre. À l'horizon, 2050, voire peut-être avant, on sera au moins 1 million d'habitants sur un territoire exigu et ce qui nourrit la population aujourd'hui, eh bien, sont les cultures maraîchères et fruitières. Fondamentalement, c'est pas la canne à sucre, hein. Ouais. C'est pour ça que ça nous a amenés à travailler avec une équipe de scientifiques du CNRS, de Paris-Sorbonne, Gilles Billen, Josette Garnier et d'autres, à travailler sur, la description du système, agroalimentaire ou agri-alimentaire de La Réunion, avec la finalité de savoir si le territoire pouvait nourrir vraiment la population, en toute autonomie. Donc de ton côté, est-ce que tu peux effectivement, aborder, les questions d'impact de la culture de la canne à sucre, impact positif ou négatif, hein, de la culture de la canne à sucre? C'est quand même une production qui a démarré au 19e siècle, avant il y en a eu d'autres. C'est une culture industrielle, une monoculture industrielle. Est-ce que, c'est très favorable du point de vue de la préservation effectivement des sols, du patrimoine naturel réunionnais et pour la population en général? Bah, le travail que tu as effectué avec le CNRS, si ma mémoire est bonne, c'était effectué sur l'azote, qui est la molécule finalement qui permet à notre corps d'assimiler et de convertir en protéines et donc finalement, d'avoir des forces. Les protéines d'ailleurs dont on voit qu'elles ne sont pas seulement issues des animaux, elles sont aussi issues, des légumineuses, enfin des plantes en général. Et justement, ce trop-plein d'azote, eh ben, il peut poser des problèmes. On le voit par exemple en Bretagne, où il y a la prolifération des algues et il y a des joggeurs qui, quand ils respirent les algues en décomposition, vont jusqu'à décéder. Idem pour des sangliers. Donc on voit que ce surplus d'azote peut créer des problèmes environnementaux. Environnementaux par la prolifération des algues, mais il y a d'autres choses qui peuvent être qui peuvent d'autres impacts, et également au niveau des humains. Par exemple, il y a l'ANSES qui vient de sortir un rapport là, le 13 mars 2025, et qui montre que quand on a une alimentation végétarienne ou végétalienne, et ben finalement, on est moins soumis à des cancers. Par exemple, celui de la prostate, par exemple, celui de l'estomac, par exemple, celui du sang. On sait également qu'il va y avoir moins de problèmes cardiaques. Il y a aussi des troubles ovulaires qui sont réduits grâce à l'alimentation basée sur les végétaux. On sait aussi, et malheureusement pour certaines familles qui sont dans la souffrance à cause de ça, eh ben ça peut causer des problèmes en matière de reproduction. Donc il y a des familles qui se battent pour avoir des enfants. Ça peut être lié à l'alimentation. Donc tout ça, c'est fait, et sachant qu'il y a pour l'environnement, il y a aussi tous les produits chimiques qui sont envoyés dans l'agriculture, hein. Il y a Solagro, l'association Solagro, qui a fait un graphique là-dessus, et on voit très bien qu'il y a des zones rouges sur ce graphique, et curieusement, ça correspond beaucoup aux zones où il y a la culture de la canne. Toi, tu avais retravaillé sur des aspects comme ça? Voilà, effectivement, l'étude qu'on a faite, c'est une étude globale de tout le système, agroalimentaire, hein, de La Réunion, en étudiant les flux d'azote
Et on s'aperçoit que La Réunion, par la culture essentiellement de la canne, pas seulement, mais essentiellement, La Réunion importe énormément d'azote sous forme d'urée qui est mis dans les sols. Et pour 1 gramme de protéines donc, qui sont produites, protéines végétales ou protéines animales, pour 1 gramme, il y a 3 grammes qui sont importés. À Maurice, c'est la moitié. À Maurice, pour 1 gramme de protéines produites, c'est 1,5 grammes qui est importé. On est en excès totalement donc d'introduction d'intrants chimiques sous forme d'azote. Mais également, la population consomme beaucoup trop d'azote d'origine animale. On est à des niveaux en moyenne de 40, 50, 60% dans la ration alimentaire quotidienne. Et il n'y a pas seulement l'azote qui est en cause là, il y a aussi un surplus alimentaire au niveau des calories. Et je vais revenir au sucre, à la canne à sucre. Parce qu'effectivement, la canne à sucre, est-ce que c'est un véritable aliment? Le sucre, c'est du saccharose et ce saccharose, heu, quand il est, transformé dans l'organisme, métabolisé, eh bien, il va contribuer à produire des graisses. Et un des maux fondamentaux à La Réunion aujourd'hui, du point de vue alimentaire et de la santé globale, c'est un surplus de calories qui est à l'origine et de sucre qui est à l'origine du diabète. Donc il y a plus de 10 de la population qui est atteinte de diabète, c'est un record, national. Et il y a plus de 40 de la population qui est en surpoids. Les dernières statistiques le prouvent encore et ça ne fait que s'amplifier et ça commence chez les bébés. Donc il y a une nécessité absolue de réduire dans la ration alimentaire la part de calories, la part de produits carnés, de viande, au profit de production végétale. Et notre travail aussi a consisté à voir comment l'agriculture pouvait entrer dans une transition qui permette justement cette production végétale supplémentaire et production animale qui soit associée à la production végétale. Donc je t'en donne des détails si tu veux, mais j'aimerais bien que tu me parles vraiment des impacts sur l'atmosphère, sur les sols, sur l'océan de cette culture, en particulier de la canne à sucre. En fait, par rapport à tout ce qui concerne les milieux aquatiques, le fait qu'il y ait des pesticides, le fait qu'il y ait des pesticides qui soient, qui soient euh, pulvérisés sur les sols, ben, en fait, ils passent via les nappes phréatiques, ou ils vont dans les nappes phréatiques, et dans les nappes phréatiques, ça arrive finalement à notre robinet. Et ça nécessite aussi énormément du coup, de filtration, et on pourra peut-être parler des coûts aussi tout à l'heure. Au niveau, pareil, les coraux sont impactés du fait des produits chimiques qui sont envoyés via l'eau. Donc tout ça, ça a également des impacts sur l'environnement. Après, peut-être qu'au niveau de l'atmosphère, tu connais mieux le sujet que moi et tu pourras en parler. Oui, l'atmosphère effectivement, c'est une source d'azote, hein, considérable. La majorité, des molécules qui sont présentes dans l'atmosphère, outre, le gaz carbonique, l'oxygène, l'hydrogène, c'est de l'azote. À plus de 70 c'est de l'azote, hein, et cet azote, il est fixé normalement dans le sol par des plantes qui sont les légumineuses. Donc c'est pour ça que nous proposons dans notre diagnostic, nous proposons de transformer l'agriculture en cultivant beaucoup plus de légumineuses qui assurent la fixation d'azote et qui évitent l'introduction d'intrants chimiques. Et ces légumineuses sont une source de nourriture, de protéines, de calories aussi, de glucides, de lipides pour les humains, mais pour les animaux. Donc ce que nous envisageons comme possibilité, c'est qu'il y ait une conversion des terres actuelles qui sont occupées en grande majorité par la canne, au profit, et par l'élevage intensif, au profit d'une agriculture qui favorise les rotations culturales, donc avec des légumineuses, des céréales dont se nourrissent à la fois les humains et les animaux, que également dans ce système, il y ait une véritable polyculture, élevage qui se rendent service mutuellement
et que toutes les déjections animales servent à nourrir la terre, créer l'humus en apportant justement tous les produits aussi, les intrants chimiques issus des animaux, voire des humains, pour nourrir la terre et favoriser la production végétale, maraîchère, fruitière, et en même temps une production végétale qui retourne aux animaux. Donc c'est tout ce système qui doit être révolutionné, le système actuel qui est monolithique autour de la canne à sucre et qui n'assure pas l'autonomie alimentaire de la population réunionnaise, loin de là, qui doit importer à plus de 80% ce dont elle se nourrit aujourd'hui. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, dans le rapport que vous avez euh, sorti, qui a d'ailleurs été reconnu de manière mondiale, puisqu'édité 2 fois dans des revues internationales. Il y avait ce scénario numéro 3, qui prévoyait qu'il fallait une réduction des protéines animales de l'ordre, pour arriver finalement à 15% de notre alimentation. Également qu'il fallait qu'on pouvait conserver une partie de la canne dans ce scénario qui permettait d'avoir une autonomie alimentaire de l'île. Donc, on n'éradique pas à 100%, dans ces scénarios-là, on n'éradique pas à 100% la canne à sucre. Non, tout à fait. La canne, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est au 19e siècle qu'elle a été introduite en culture industrielle, mais elle existait déjà par petits îlots dans les familles, hein, dans les îlettes et tout ça. On utilisait cette vertu de la canne de produire du sucre et qui servait un peu dans l'alimentation locale. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça disparaisse hein, complètement. En même temps, il faut voir ce qui est utile, ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on peut parler d'économie. À qui retourne le profit de la canne à sucre? C'est une culture qui est subventionnée à combien de pourcents? Tu vas peut-être nous le dire. Hein? Et est-ce que c'est comme ça qu'une activité économique peut survivre en étant subventionnée, 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 jusqu'à ne plus pouvoir être viable? Et c'est la crainte qu'ont aujourd'hui les planteurs qui malheureusement sont pris le couteau sous la gorge. Donc il faut les aider. Il faut les aider, les petits planteurs, pour qu'ils reconvertissent leur activité progressivement à des cultures qui soient rémunératrices, à un juste prix. Et c'est ce que le collectif Oasis Réunion, d'ailleurs, prône depuis plus de 7-8 ans, hein, avec plus de 40 000 aujourd'hui personnes qui ont adhéré à ce manifeste. C'est un signe. Et c'est ce qui est prôné, c'est de revenir à une agriculture qui soit beaucoup plus près des besoins de la population et des agricultrices et des agriculteurs et de tous les habitants pour leur bonne santé. Une agriculture bio, en somme. Oui. Et d'ailleurs, euh, le rapport que vous avez émis montre qu'en faisant une agriculture bio, à La Réunion, on arrive à nourrir 100% des habitants dans le scénario qu'on vient d'éditer. Et par contre, en termes de coût, on va dire, mais le bio, ça coûte plus cher. On va dire, le bio, ça coûte plus cher, oui et non. Parce que si jamais on prend un surcoût, on va dire de 25% pour du bio. Mais il y a un rapport de l'INRAE, par Michel Duru, qui a montré que pour 1 € qui est dépensé dans une agriculture conventionnelle, il y a 1 € qui est dépensé pour la protection de l'environnement, pour soigner les gens, pour soigner l'air, pour soigner les cours d'eau. Donc en fait, ça coûte 2 €. Donc d'un côté, on a le bio qui coûte 1 € plus 0,25, donc 1,25 €. Et de l'autre côté, on a 1 € plus 1 € de nettoyage, ça fait 2 €, qui est pris sur les impôts, qui est pris sur les revenus des Français, et je dirais même du monde, parce qu'il y a la FAO, qui est une émanation de l'ONU, qui a montré que le coût engendré par l'agriculture conventionnelle était de l'ordre de 12 milliards de dollars. Rapporté au niveau de la France, ça donne un surcoût à payer de 200 milliards d'euros. Et ramené à La Réunion, c'est 2 milliards d'euros. Donc si jamais on passait au bio, chaque année, du fait qu'on n'a pas à nettoyer les eaux, on n'a pas à nettoyer les sols, on n'a pas à guérir les gens, sans compter des aspects psychologiques. Quand il y a quelqu'un qui a un cancer, ça, c'est pas pris en compte dans l'étude. Eh ben, on aurait une enveloppe tous les ans de 2 milliards. Imaginez que cette enveloppe de 2 milliards, c'est hypothétique.
On dit bah, on l'assimile en grande partie pour aider les agriculteurs. Vous passez de la canne à une agriculture bio et vous avez une enveloppe de 2 milliards. Même s'il n'y avait que la moitié, 1 milliard, ce serait déjà fantastique. Et on pourrait avoir une île propre sur l'île où on pourrait exclure la souffrance psychologique liée à toutes les maladies qu'on a citées. Et c'est vrai que l'agriculture qu'on dit biologique, c'est une agriculture naturelle, hein. Bon, elle est, quelque part, réglementée et heureusement qu'elle l'est parce que sinon, n'importe qui pourrait, considérer qu'il vend des produits bio. Donc il faut quand même qu'il y ait un label. Donc ce label fait que la population a confiance dans ce qu'elle achète. Mais l'agriculture bio à La Réunion, il y a quand même près de 500 agricultrices, agriculteurs bio à La Réunion. Ça n'est pas rien. Mais qui en fait la promotion? Sont-ils aidés à la hauteur de ce qu'ils mériteraient? Je crois que non, aujourd'hui. Et donc, il faut que les pouvoirs publics qui disent que la canne à sucre, c'est le pivot de l'agriculture réunionnaise, ça l'a été dans la période, on dirait, coloniale, post-coloniale, en tant qu'agriculture dans une économie de comptoir, où la Réunion sert en fait les intérêts de grands groupes qui sont installés ailleurs et de grands propriétaires locaux. Mais pour la population de base et pour les petits planteurs, etc., non, ce n'est pas ce système qui aujourd'hui nous permet d'entrer dans la transition écologique et de faire face au dérèglement du réchauffement climatique. Il faut absolument revenir les pieds sur terre pour cultiver, pour se nourrir, pour être le plus autonome possible. Et La Réunion offre tous les terroirs, tous les produits possibles, que ce soit les tubercules, je ne les cite pas, que ce soit les céréales, que ce soit les fruits, que ce soit tous les légumes, les lianes, etc., les légumineuses, les grains, etc. Bref, on a tout ce qu'on veut ici, si on fait ce qu'il faut pour se nourrir au quotidien. Et quand on parle aujourd'hui, puisqu'on est issu d'une série là, de perturbations très fortes, hein, et de cyclones, eh bien, qu'est-ce qui résiste le mieux, en fait, à en termes de plantation, de culture, de mode de culture, aux effets dévastateurs de cyclones? Eh bien, ce sont des sols qui sont protégés, qui sont bien arborés, avec des espèces endémiques, avec, une distribution effectivement des cultures qui fasse qu'il n'y ait pas d'érosion. Aujourd'hui, c'est pas vrai. La mécanisation a fait que la canne à sucre, c'est une culture érosive. Il n'y a qu'à voir ce qui se déverse d'ailleurs dans les ravines, hein, quand il y a de très fortes pluies. Après, tu parlais de l'histoire, et l'histoire, il y a une partie, c'est le passé, mais aussi, il faut aussi anticiper l'avenir. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le rapport Meadows qui prévoit, qui a été fait en 1972, qui prévoit qu'en fait, il y aurait ce qu'on appelle l'effondrement entre 2010 et 2030. L'effondrement, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Donc si on continue de consommer, mais que les ressources, elles, vont en diminution, bah forcément, il y a un point qui est un point de blocage. Et après, c'est ce qu'on appelle l'effondrement. Sur ce point d'effondrement, on peut imaginer que l'île de la Réunion, elle ne soit plus approvisionnée. On l'a vu quand il y avait des problèmes sociaux, une augmentation du coût du pétrole, où les compagnies maritimes ont dit on va arrêter de venir sur l'île. Eh bien, l'île a déjà connu des moments où elle n'était pas approvisionnée. En 1943, quand il y a eu le blocus, il y a eu des problèmes de ralentissement de l'approvisionnement quand il y a un bateau qui a bloqué le canal de Suez. Le canal de Suez qui avait déjà eu deux périodes, avec, je crois que c'était de l'ensablement à l'époque, où, alors 67 et 75, où les bateaux ne pouvaient plus passer. Il y a eu la période des gilets jaunes, pareil. Donc on voit que si on n'a pas des ressources qui sont celles de notre île, si on n'a pas une autonomie alimentaire, eh ben, il va y avoir des gens qui ne vont pas pouvoir se nourrir. Et aujourd'hui, la production agricole permet, en produits et légumes frais, ce qu'on entend dans les médias, on parle seulement de produits et légumes frais, et de l'ordre de 70%. Mais 70% de produits et légumes frais, ça veut dire qu'on oublie qu'on consomme des conserves, ça veut dire qu'on oublie qu'on consomme des surgelés, ça veut dire qu'on consomme tout ce qui est produit, qui est des produits structurés, pardon. Et donc,
les fruits et légumes frais ne représentent finalement que 23. On pourrait nourrir que 23 de la population. Ça veut dire, aller en gros, je grossis, environ 200 000 personnes. Que vont faire les 600 ou 700 000 autres personnes? Et qui on va favoriser? Qui on va favoriser? Moi, c'est la question que je pose. Donc, on a intérêt de prôner, on a intérêt de mettre en place une autonomie alimentaire avant que l'effondrement n'arrive. Et s'il n'arrive pas, eh ben, on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, ce sera bon pour l'environnement et ce sera bon pour les habitants de l'île de la Réunion. Oui, je conçois tout à fait ça parce qu'en 50 ans, passés, des 50 dernières années passées, on voit bien comment la situation a évolué d'une période qui était relativement peu agitée à aujourd'hui une période très agitée. Et c'est pas que conjoncturel, c'est une tendance. L'agitation augmente. Avec le réchauffement climatique, je dirais, c'est comme dans la bouilloire, hein. On chauffe, puis tout d'un coup, il y a des petites bulles, et puis il y a des bulles de plus en plus grosses, et voilà, et ça s'évapore jusqu'au moment où tout brûle. Non, on est dans une situation qui devient brûlante pour le coup, et il faut trouver des solutions qui sont beaucoup plus radicales que celles que de mettre des pansements ici ou là. Et la canne à sucre, la canne donc, faut-il l'arrêter ou pas? C'est même pas nous qui allons sûrement en décider. C'est une question financière et économique à l'échelle internationale. Quand le cours de la canne s'est effondré, hein, au 19e siècle, il y a eu toute une remise en question pour que ça reparte. Eh bien aujourd'hui, la canne à sucre et surtout la production de la Réunion, qui est ridicule par rapport à la production mondiale, elle pèse pas lourd dans les négociations à l'échelle mondiale ou européenne. Et du jour au lendemain, on peut se retrouver avec effectivement une incapacité à exporter valablement le sucre de la Réunion. Donc mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que on annonce toujours, c'est ce qu'on dit toujours. C'est un bon dicton pour la médecine. Il vaut mieux prévenir qu'avoir à soigner. Donc il y a de la médecine préventive et il y a de la médecine curative. Eh bien, ne restons pas dans la médecine strictement curative, à essayer de réparer les bobos, les plaies grandes ouvertes, mais trouvons des solutions où petit à petit, effectivement, on reconvertit une partie des surfaces en canne à sucre à d'autres cultures. Et ça prend du temps, parce que les sols, ils ont été stérilisés. Les sols, ça n'est plus qu'un substrat dans les champs de canne aujourd'hui, hein, où il faut mettre de l'engrais, où on met des pesticides en continuité, et de l'eau, hein, et un gaspillage d'eau phénoménal, hein, par arrosage aussi, sans parler des pollutions plastiques. Bref, c'est une culture industrielle qui aujourd'hui n'a plus sa place en tant que telle à La Réunion. Ça peut être une culture d'appoint qui rend service. Quant à l'aspect énergétique, parce que c'est ce qui est mis en avant pour la défense de la canne à sucre, de la culture de la canne à sucre, la partie énergétique, on est en surconsommation énergétique à La Réunion de ressources énergétiques carbonées fossiles, hein, et ça, c'est un défi majeur qu'on doit relever, c'est lutter contre la surconsommation d'énergie et d'énergie importée, et trouver effectivement une consommation qui soit beaucoup plus sobre. Et dans tous les domaines, c'est ce qu'on a à faire, devenir résilient en étant beaucoup plus sobre, entrer dans la sobriété en même temps que dans la justesse écologique. Donc, quel avenir pour la canne? En conclusion, pour toi, qu'est-ce que ce serait? Moi, je dirais plutôt quel avenir pour la Réunion. Et la Réunion, l'autonomie alimentaire de la Réunion ne peut pas passer par la canne parce que les Réunionnais ne peuvent pas manger de la canne à sucre. Donc, si jamais on se projette dans un futur qui a été établi déjà par des chercheurs du MIT en 1972, il faut passer à l'autonomie alimentaire et donc passer par une agriculture biologique de ce qu'on mange. Voilà, et pour convaincre les décideurs, moi, je les inviterai à ce que nous nous retrouvions dans un espace clos, tous les décideurs, hein, de l'État, des collectivités, des leaders professionnels de l'agriculture, de l'alimentation. On se retrouve dans un espace clos, pendant un mois, on reste là avec de la canne à sucre et de l'eau. Et puis on va voir si le débat va s'enrichir, si on va tous se mettre d'accord, et quelles seront les conclusions.